Bienvenue à Creative Development with IFC. Mon nom est Martha Diop, directeur général de la Société financière internationale. Aujourd'hui, mon invité est Joe da Silva, pionnier de la musique capverdienne et homme qui a révélé Cesaria Evora au monde. Né à Praia et élevé au Sénégal, puis en France, Joe a transformé sa passion pour la musique en une mission de toute une vie, faire rayonner la culture capverdienne sur la scène internationale. Je l'ai rencontré pour une conversation au coucher du soleil sur l'île de Santiago, depuis le site panoramique de la citadelle Saint-Philippe. Tout comme l'île de Gorée, au Sénégal, Saint-Philippe était un point de passage majeur dans le commerce transatlantique d'esclaves vers les Amériques. C'est extraordinaire de se retrouver dans un endroit si merveilleux que celui-ci, qui a tant d'histoire et qui a permis de comprendre un peu mieux l'histoire de l'esclavage dans notre région, mais aussi de comprendre le passé colonial de notre région. Mais nous avons par hasard beaucoup de choses en commun. Nous avons découvert que nous avons grandi une partie de notre vie à Dakar, et toi-même, vous vous appelez Boy Dakar, comme beaucoup d'entre nous, et vous avez également vécu en France et au Cap-Vert. Comment tout cela a eu un impact sur votre vie culturelle, votre vie musicale? Être élevé à Dakar, à la SICA, comme vous le savez, en plein milieu de gens de divers pays. L'Afrique était là, le Cap-Vert était là, la musique était autour de moi. Donc tout ça, depuis tout petit, j'ai vraiment intériorisé tous ces sons-là. Et surtout la musique aussi latine, parce que c'était vraiment du Neros. Je regarde qu'on appelait ça, c'était la musique cubaine. Donc j'ai vraiment été bercé dans tout ça. Et en plus, ma mère organisait ce que vous savez, qu'on appelait les coladera. Mais elle faisait des coladera. J'ai vécu tout le moment des coladera avec vraiment toute cette musique qui se faisait à Dakar. Donc ça déjà, ça m'a ramené dans la musique. Ma mère était aussi une grande mélomane qui écoutait beaucoup de musique. C'est extraordinaire. Vous avez parlé de beaucoup de choses qui me rappellent mon enfance. Les coladera, le pachanga, le Neros. Souvent, les gens qui parlent de la musique africaine ne se rendent pas compte des influences qui ont eu particulièrement en Afrique de l'Ouest, où il y a eu ces influences de la musique cubaine, la musique d'Afrique centrale, la rumba congolaise et tout ça. Mais en 87, un grand choc, Cesaria Evora. Comment ça s'est passé? Bon, là, c'est l'émotion qui joue. Je vais à Lisbonne, je suis justement un jeune élevé à Dakar et après à Paris. Je ne connais pas vraiment la culture capverdienne à fond. Je ne connais pas mon pays. Et donc, je vais à Lisbonne pour découvrir un peu le milieu capverdien. Et on me parle du restaurant de chez Bana. Et donc, je vais dîner dans ce restaurant. Et il y a cette dame qui chante. Et je suis ému, comme je l'ai jamais été. Et donc, je deviens curieux. Il faut que je sache c'est qui cette dame-là. Il faut que je lui parle. Et donc, ce jour-là, j'attends qu'elle finisse son jour de chant et je vais lui parler. Et en effet, elle m'a raconté sa vie et je comprends que elle n'a personne, elle n'a pas de producteur, elle n'a pas de carrière, maman pensée, et elle a 45 ans et voilà, elle n'a rien fait, mais elle a envie de faire des choses. Et donc moi, je venais de Paris, je venais d'un milieu associatif capverdien, je connaissais bien la communauté capverdienne à Paris. Donc au début, c'est pas du business, c'est juste une dame qui a besoin d'aide et moi j'ai la possibilité. Et donc je lui propose de l'aider, elle accepte, elle me dit je viens à Paris quand tu veux. Et c'est là où je lance une organisation pour la faire venir à Paris. Mais ce moment magique, quand vous l'avez rencontré, vous avez dit écoute, il y a quelque chose de spécial. Toute personne qui a rencontré Cesaria Evora est sous son charme. Mais comment vous êtes tombé sous son charme et vous avez décidé de vous embarquer dans cette aventure? C'est l'émotion qui fait que je suis vraiment intéressé par la dame, parce que ce type d'émotion que je n'ai jamais senti dans ma vie, et aucune musique m'avait ramené ça, aucun artiste. Et chemin faisant justement avec elle, j'ai compris qu'il fallait amener cette émotion aux gens. Et que l'émotion que moi j'ai eue ici, moi, Boy Dakar, qui arrive à Paris, qui ne connaît pas bien le Cap-Vert, a eu cette émotion, c'est que n'importe qui dans le monde va l'avoir. C'est extraordinaire parce que c'était pas évident du tout, parce que c'était quelqu'un qui était déjà avancé
qui a 45 ans, c'est pas le début d'une carrière professionnelle à ce niveau, d'avoir cru en elle et d'avoir investi. Comment c'était au début de travailler avec elle? C'était assez simple parce que elle demandait. Donc, elle acceptait tout. Elle n'avait rien. Donc, tu connais, dis-moi, et j'y vais. Et chemin faisant, parce que moi, je viens du secteur informel, je n'ai pas été formé dans le business de la musique, donc j'apprenais sur le tas. Donc, j'avais déjà appris avec mes amis, Manu Lima, tout ça, avant de voir Césaria, la production, la vente de la musique et tout ça. Mais avec Césaria, je viens rentrer dans un milieu plus grand, international. En même temps que je travaille avec elle, j'apprends. J'apprends et elle aussi, elle apprend. Parce que ce que j'apprends, je lui apprends. À chaque fois, si on doit aller quelque part, on s'assoit et je lui dis, voilà, on va faire ça, ça, ça. Elle me dit, mais pourquoi on fait ça? Et je lui explique, je lui dis, l'intérêt de cette chose-là, c'est que ça va nous amener à tel endroit, ça va nous donner tel résultat et on a besoin de ça pour avoir tel ou tel résultat. Et à partir de là, elle acceptait tout de suite de le faire. Et cette relation, on l'a eue pendant ces 27 ans de travail où la confiance s'est installée, où j'ai toujours tout expliqué à Césaria pour qu'elle tire parti au maximum de ce que je lui présentais ou où je l'amenais. Très vite, sa carrière a décollé. Je l'ai vu très, très vite après au Centre culturel français. C'était l'impression de voir comment déjà elle avait réussi à avoir ce détachement qui lui permettait de tenir le public dans la main. Elle bougeait pas, elle venait avec son verre, elle installait, elle avait ses pieds nus, elle marchait et on disait qu'elle racontait une histoire. Est-ce que cette image de quelqu'un qui raconte une histoire, c'est ce que vous avez vécu dans les concerts de Césaria? Oui, la facilité avec laquelle elle chante donne cette impression justement de quelqu'un qui est en train de passer un message tranquille. Et en effet, il a fallu la former pour la scène. Parce que pour te dire, c'est au début, Césaria, ceux qui connaissent, elle chantait dans les bars, mais elle chantait 10 minutes, 15 minutes. Elle s'arrêtait, elle allait s'asseoir, elle laissait quelqu'un d'autre jouer ou chanter. Et donc, quand je lui dis, on va faire un spectacle d'1 h 30, elle me dit, tu es fou, jamais de la vie. Moi, j'ai jamais fait 1 h 30, je veux pas faire 1 h 30. Et donc, il a fallu chercher comment amener Césaria à faire 1 h 30. Elle me dit, moi, il faut que je m'assoie, il faut que je fume, il faut que je bois un coup. Donc, on a dû inventer un scénario qui permette à Césaria de tenir 1 h 30 de spectacle. Et donc, le scénario, ça a été, au milieu du show, arrêter la fameuse table où elle s'assoit, elle fume une cigarette. Pendant ce temps-là, les musiciens, ils jouent un titre et elle boit un verre et après, elle revient, elle recontinue le spectacle. Elle a été toujours fidèle aux musiciens d'origine capverdienne ou capverdien. Il y a eu des musiciens non capverdiens qui ont joué un peu avec elle, mais l'ossature a toujours été truc. Et cette manière de jouer le piano aussi et le cavaquinho est très typique de la musique capverdienne, de la morna particulièrement, a été toujours présent et interprété par des musiciens capverdiens. Parlez-nous un peu de ça. Comment est-ce que choisissez ces musiciens? Oui, elle tenait beaucoup à ce que l'ossature vraiment centrale soit des musiciens capverdiens et souvent des musiciens très proches d'elle. On a commencé vraiment par des musiciens de son île, vraiment, et après on a ramené les musiciens un peu d'autres îles, que ce soit le saxophoniste qui venait de Santiago, on a ramené un musicien de Salles, mais l'ossature, c'était vraiment des gens très proches d'elle, très très proches. Et c'est comme ça que elle a toujours eu des musiciens de Mindelo avec elle. Et ces musiciens, c'était un peu comme ses enfants. Et cette collaboration a été essentiellement avec des musiciens africains. Salif Keita, elle a joué avec aussi Ismaël Lolo. Elle n'a pas fait beaucoup de collaborations avec des musiciens des pays européens aux États-Unis. Non, elle a fait le Brésil parce que c'était vraiment un pays qu'elle adorait. Mais pour moi, le duo pour elle qu'elle a préféré et qu'elle a vraiment fait avec un cœur, c'était celui avec Salif Keita. Ouais. Celui avec Salif Keita, si tu connais un peu la musique, tu verras que Salif Keita, c'est mandingue. On est dans un registre qui n'a rien à voir avec nous, les Cap-Verdiens. Donc pour Césaria, chanter cette chanson-là, c'était très difficile. Donc il a fallu un effort surnaturel pour elle, pour y arriver. Mais elle voulait y arriver. C'est la première fois que nous, en studio, Césaria était flemmarde. Elle ne voulait jamais chanter 2 fois une chanson. Mais là, ce jour-là, elle a chanté plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle a réussi à chanter cette chanson-là.
fallait à tout prix qu'elle y arrive. Et quand elle est arrivée, j'ai vu, on dirait, une petite fille heureuse et Salif, alors, encore plus heureux. Et je pense que c'est ce qui fait le succès de cette chanson-là. Et Amoré. Maintenant, venons à Lusafrique. Lusafrique, c'est un label, c'est le label de la musique lusophone en Afrique. Raconte-nous un peu l'histoire de Lusafrique. Lusafrica, justement, a été créé au début pour César. Pendant 5 ans, on tourne un peu partout. On finit par trouver le chemin et enregistrer un premier disque. Et quand on enregistre le disque, le gars qui me fait la pochette, il me dit c'est qui le label? Je dis c'est moi, mais toi c'est qui? Donc ok, faut trouver un nom. Et comme ça, c'est même une faute d'orthographe. Parce que je voulais dire Luso Africa et je lui dis Lusafrica. Et donc lui, il me fait le logo et on sort Lusafrica. Et après, quand on me demande mais qu'est-ce que tu as voulu dire avec Lusafrica, je dis ouais non, c'est l'Afrique lusophone, tout ça. Je dis ouais, mais c'est Luso-Africa. Alors je dis laisse Lusafrica. Donc c'est parti comme ça. Au début, jusqu'en 96. Donc c'est créé vraiment officiellement en 92. Et en 96, pour la première fois, on va ouvrir le label à d'autres artistes que César Yavois. Donc d'autres artistes capverdiens, mais aussi des artistes du continent, des artistes de Cuba. Parce que moi, j'ai été élevé à Dakar. Je suis fan de la musique cubaine et il faut que j'aille à Cuba. Et donc je vais à Cuba. Quand je vais à Cuba, je me retrouve dans un milieu de plein d'artistes. Je retrouve Orchestre Aragon. Je participe aux 50 ans d'Orchestre Aragon et on me dit ils n'ont pas de producteur. Donc tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Et en 10 ans, on a fait un super catalogue cubain avec Septembre. C'est incroyable pour quelqu'un qui a grandi à Dakar comme nous. Je crois que Orchestre Aragon n'avait pas de producteur. Non, voilà, c'était incroyable. Vous comprenez pas. C'était nos Beatles, ok? C'était nos Beatles, nos grands frères, nos aînés, et là qui connaissaient toutes les paroles d'Orchestre Aragon, Broadway, etc. Et ils parlaient pas un mot d'espagnol. Ouais. Tout de suite, je me suis allié. Je dis je suis là, je peux faire. Et c'est comme ça que j'ai développé un catalogue cubain aussi. On a fait de la musique antillaise, on a fait du Brésil, beaucoup. Lusafrica, c'est 350 disques enregistrés en 35 ans, je veux dire. Maintenant, fast forward. Tu as créé un nouveau studio. Et ça se passe comment, ce studio? Et c'est adossé au label Sony, c'est quoi ce studio? Non, je crée un studio en 2000, en plein Paris 18e, parce que je dépense énormément d'argent dans les studios et je me dis que non, il faut que j'ai mon studio, pour économiser, que ça soit plus facile pour moi et aussi pour donner le temps. Parce que j'ai compris que le temps était important dans la production. On produisait des choses très rapidement parce que ça coûtait cher. Et donc, on est imposé 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours aux musiciens parce que ça coûte cher. Et en mon studio, le musicien, il est tranquille, il travaille quand il veut. On peut prendre 2, 3 mois à faire un album, on revient, voilà. Et j'ai fait partager ce studio à tous mes amis aussi. Donc le studio, beaucoup d'artistes africains sont passés là, beaucoup d'artistes d'autres communautés sont venus enregistrer là. Mais arrive là la pandémie. Avant la pandémie, je vais travailler à Abidjan pendant 4 ans pour Sony Music. Je crée la maison Sony Music à Abidjan avec un studio et un lieu de résidence. Et à la fin de la pandémie, je termine la dernière année de Sony au Cap-Vert. On travaillait de chez nous, donc je travaille du Cap-Vert. Et je me sens tellement bien à Mindelo que j'ai dit, bon, fini, je ne retourne plus à Abidjan. Et donc, je prolonge pas mon contrat avec Sony, je reste à Mindelo. Et c'est là où je décide de fermer mon studio à Paris et de tout envoyer à Mindelo. Et c'est le studio de Paris qui débarque à Mindelo, dans une grande maison que j'ai à Mindelo. On installe tout et on commence maintenant à travailler, à créer le label Harmonia, qui existe depuis longtemps, si tu veux. C'est une société qui a plus de 20 ans, mais le côté label n'était pas vraiment travaillé. Et donc, j'ai décidé de rester au Cap-Vert et de lancer maintenant le label Harmonia en signant des jeunes, en formant des jeunes, parce que
il n'y avait pas de professionnels au Cap-Vert, vraiment de label. Donc, j'ai pris une équipe de jeunes que j'ai formés justement dans cette dernière année de pandémie. Et on a commencé à travailler, on a signé, on en est à 14 artistes actuellement, des jeunes de la musique urbaine et aussi des artistes de musique traditionnelle. Donc, c'est un mix de hip-hop, de morna, de funana, de tout ce qui bouge un peu. Tu as tendance plutôt à travailler avec des musiciens qui sont morna ou sont plus funana? J'ai fait de tout. Bon, avec Césaria, bien sûr, j'ai enregistré plus de morna, mais j'ai fait des artistes. Quand j'ai fait Loura, on est venu chercher le batouk. Je dirais que même je suis à l'origine des premiers enregistrements de batouk avec un arrangement, si tu veux, d'orchestre. Le travail que tu as fait avec Laura sur le bateau, Voilà, sur le batouk. ça me rappelle San John au Sénégal. Parce que ça nous rappelait justement quand durant San John, la communauté capverdienne faisait du bateau. Justement, moi, j'ai toujours aimé fusionner les cultures. Et quand avec Loura, il y a longtemps que je cherchais une voix pour enregistrer la tradition de Santiago, de batouk. Et donc, quand j'ai trouvé Loura, j'ai fait ça, mais surtout, je voulais aussi aller chercher dans l'origine du batouk. Parce que l'origine, il n'est pas au Cap-Vert. L'origine est vers la Casamance. L'origine est aussi vers la Côte d'Ivoire, où il y a des rythmes 6/8. Et donc, dans l'album de Loura, les gens ne le savent pas, mais le guitariste, il est ivoirien. Les percussions, c'est un Sénégalais. Donc, on ramène dans le batouk capverdien les harmonies de ces pays-là. D'où vient le succès de cet album de Loura, qui est son meilleur album et qui a un peu bougé les choses au niveau du batouk au Cap-Vert. C'est fantastique. Et nous, à la SFI, on a commencé à se lancer dans les industries culturelles. On essaie de pousser et on veut faire du Cap-Vert vraiment avec le groupe de la Banque mondiale, l'endroit où on va pousser pour les industries culturelles. C'est ce qu'on veut faire. On en a parlé avec le ministre, avec le vice-premier ministre. Et même j'en ai parlé au président aujourd'hui qui m'a dit c'est le pays où il y a la plus grande densité au mètre carré de musiciens. C'est le Cap-Vert. Donc, une des choses qu'on constate, c'est que la formation musicale formelle n'est pas très développée. Les conservatoires dans les pays ne fonctionnent pas bien, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas de ressources. Et je donnais une analogie en disant, quand quelqu'un veut aller étudier le droit, la finance, l'économie du Cap-Vert, de n'importe quel pays africain, il est admis dans une université parce qu'il a le niveau. Aujourd'hui, dans le domaine de la musique, c'est très peu de jeunes Africains pourraient réussir l'examen d'entrée au conservatoire de Paris, à Berklee School of Music, etc. C'est pas parce qu'il manque de talent, c'est que simplement il y a un type de formation formelle qui n'ont pas eu. Donc nous sommes en train de débattre de la possibilité de faire deux choses. De copier le modèle des écoles de football, les académies de Souzé. Vous avez vu le football sénégalais, le football de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sport-études. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un même modèle études et musique, où les enfants à l'âge de 13 ans sont mis à l'internat ou à 14 ans, étudient jusqu'au bac et en même temps font de la musique de manière intensive qui leur permettent de pouvoir passer n'importe quel examen dans n'importe quel conservatoire s'ils voulaient poursuivre leur carrière. Et s'ils veulent s'arrêter là, ils ont déjà une formation assez solide pour pouvoir être des musiciens. En même temps, on souhaiterait poursuivre le travail qui avait été entamé avec Berklee School of Music pour pouvoir un peu mettre Berklee on the road. Ça, c'est un peu ce que nous essayons de concocter à la suite de cette mission et avec l'appui des autorités, on espère pouvoir y arriver parce que c'est une bonne idée. Bon, la formation, c'est une très bonne idée pour le Cap-Vert parce qu'on a le talent, mais souvent, il manque la théorie à nos musiciens. Bon, je veux te dire, moi, j'ai vécu ça. Je vais, par exemple, au Festival de Jazz de Montréal. On est à l'Hôtel Hilton. On a tous les grands musiciens du monde qui sont là et on nous invite pour faire un jam session. Mais mes musiciens fuient parce qu'ils ne lisent pas. Ils peuvent pas y aller. Et donc, c'est là où je leur dis, attention, les gars, il va falloir commencer à apprendre. Et je les ai même aidés à apprendre la théorie grâce à notre violoniste qui était cubain et qui était professeur. Et donc, sur la route, il apprenait. Et donc, c'est comme ça que Totinho, notre saxophoniste, est devenu lecteur et a terminé sa carrière vraiment en pouvant jouer avec n'importe qui. Donc, oui, il faut cette formation. Nos musiciens ont le talent, mais il leur manque la théorie. Et s'ils pouvaient avoir la théorie, ça les ouvrirait
au marché international. Vu la qualité de musiciens qu'on a, on a très peu de musiciens capverdiens appelés par des grands orchestres ou des grands artistes internationaux parce que justement, il manque cette théorie-là. Donc ça, c'est important, je pense. Après, je pense pas que pour l'Afrique, le modèle d'école de musique ou de conservatoire européen soit le meilleur modèle pour nous. Parce que justement, nos jeunes aiment l'instrument. Et le modèle européen, vous ne touchez pas l'instrument avant un certain temps. Moi, je suis plus pour le modèle cubain. Parce que j'ai vécu ça. J'ai eu un fils qui, à 17 ans, m'a dit « Moi, j'arrête l'école, je veux faire de la musique. » Je lui ai dit « À 17 ans, tu vas aller au conservatoire ici, ils vont te mettre avec les gosses de 8 ans. Tu vas faire quoi ?» Et donc, je l'ai envoyé à Cuba. À Cuba, dès qu'il est arrivé, on l'a mis devant un piano. Il voulait faire du piano. On l'a mis devant le piano. En 2 ans, il jouait. Et en même temps, il avait la théorie. Donc, eux, très tôt, vous touchez à l'instrument. Très tôt, vous travaillez avec l'instrument. Donc ça, c'est peut-être ça qu'il faut aussi voir. La forme vraiment de formation qu'il nous faut. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que les Cubains ont réussi. Ils ont pris la rigueur de la musique classique qu'ils ont combiné avec les rythmes afro-cubains et ils ont avec leur sauce locale. Ouais. Et je pense que chacun de nous, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le continent. Je pense par exemple, si les gens veulent faire des écoles de musique, intégrer les instruments traditionnels, ce sera aussi un élément important. Bien sûr, le principe, c'est de dire qu'il nous faut vraiment une formation. Et là, je ne sais pas s'il y a des ambassadeurs ou des gens représentants de pays. S'ils veulent se joindre à nous dans cet effort, on est prêt à travailler avec. Et je pense que, par exemple, des professeurs peuvent être envoyés de différents pays pour pouvoir aider à la formation une fois qu'on aura mis ça. Et l'idée, c'est de penser à la diversité du produit. Quand je parle de musique, c'est pas seulement comme business, c'est diversifier l'offre touristique au Cap-Vert. Le tourisme de plage, on visite une plage une fois, en général, on revient pas. On découvre les plages capverdiennes, les suivantes sont les plages sénégalaises, et l'année suivante sont les plages Y, et puis voilà, on fait le tour du monde. Par contre, le tourisme culturel, c'est ce qui fait revenir des gens. Bien sûr. Et donc, pour nous, on aimerait vraiment au niveau de la SFI continuer à le faire. Donc, ce sont ces écosystèmes qu'on essaie de développer parce que le patrimoine intangible, le patrimoine intellectuel, tout ce qui est source de intellectual property en Afrique n'est pas assez développé. On veut le développer et le codifier et pour que la valeur ajoutée reste dans nos pays. Donc, c'est un peu la vision que nous avons. Et toi, étant un des précurseurs dans le domaine de la musique, on va certainement se rapprocher de toi des moments pour que tu nous donnes des conseils et que tu nous aides peut-être à mettre tous ensemble ce projet en œuvre. Je pense que le tourisme va impacter tout le secteur culturel du Cap-Vert. Et le Cap-Vert doit justement former tous ces gens-là, pousser à avoir le maximum d'artistes prêts pour pouvoir faire vivre ce tourisme-là. Et surtout, alors je reviens à l'émotion. Nous, Cap-Verdiens, il faut qu'on apprenne à vendre cette émotion qu'on a dans ce pays, qui est une émotion rare. Cette émotion dont je parle de Césarien, de Bana et d'autres, elle est rare. Les gens nous admirent pour ça. Les gens qui viennent, vous allez à Mindelo, vous rencontrez les touristes, ils viennent à Mindelo, pourquoi ? Pour venir essayer de vivre l'émotion qu'ils ont vécue à un moment avec Césarien. Et cette émotion-là, il faut qu'on apprenne à la vendre aux touristes. Parce qu'ils ne la trouvent pas chez lui. Il vient la chercher. Et donc, on doit savoir travailler ça et présenter ça un peu partout. Parce que le Cap-Verdien, il a ça en lui. Maintenant, il faut juste lui apprendre à le vendre aux autres, quoi. Parce que souvent, on le vit nous-mêmes. Nous tous ici, Cap-Verdiens, tous les week-ends, on est entre nous et on a cette émotion à la maison. Mais on n'amène pas cette émotion dans la rue. Moi, mon musicien, quand je lui dis, mais joue dans la rue, il y a les touristes qui passent. Dans le monde entier, il y a des gens qui font ça. Il te dit, non, ça, je fais pas. D'être fier. Et on garde des choses très importantes de notre culture, on les garde chez nous. Et il faut qu'on apprenne à les extérioriser. Il faut qu'on apprenne à tous ces jeunes-là comment aller au devant de la scène de ces gens-là pour leur vendre cette émotion. Ce sont des mots très très forts pour dire qu'on a tous saudade. Voilà. Merci beaucoup. This is a podcast of the International Finance Corporation.